Merci de votre fidélité à la télévision Gangan. Un plaisir pour moi de vous retrouver au compte de Café Débat pour un nouveau numéro, effectivement, qui reçoit un nouvel invité. Il s'agit de Faya François Bourouno. Il est le chargé de communication et porte-parole du PEDN. Avec lui, on va parler d'actualité politique et de divers sujets, notamment la gouvernance Alpha Condé, la lecture que le PEDN et lui font de cette gouvernance actuelle économique du gouvernement Mamadi Youla. Bourouno, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas reçu dans cette émission. Merci pour ce retour et cette disponibilité. Première question et réponse, on va dire, globale, avant qu'on aille dans les détails tout à l'heure. Comment se porte le PEDN, le parti de Lansana Kouyaté, sur le terrain? Merci, M. Ori, pour l'honneur aussi que vous nous offrez. Le Parti de l'Espoir pour le développement national, présidé par son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté, se porte très bien. Vous savez, un parti politique, ce sont les organes, ce sont les militants et c'est aussi l'idéologie. Donc c'est tout cet ensemble qui forme aussi un parti. Nous avons une idéologie qui est connue, nous avons un projet de société que nous essayons de défendre à travers l'organisation que nous avons mis en place, et qui est soutenu activement par des citoyens guinéens, par des citoyennes guinéennes. Donc aujourd'hui, nous avons des organes au niveau national qui fonctionnent très bien. Le bureau exécutif assure la coordination de ce fonctionnement sous le leadership du président, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. Donc ces réunions se tiennent. Les assemblées du parti se tiennent tous les samedis au siège national. Chaque fédération également organise des assemblées hebdomadaires qui sont suivies par les inspecteurs du bureau exécutif national, et les militants aussi participent activement aux travaux de porte-à-porte. Même les responsables de la base suivent ce travail. Donc ces travaux de porte-à-porte nous apportent beaucoup d'adhésion. Aujourd'hui, si je peux vous donner de façon approximative une moyenne, on est autour de 100 à 200 adhérents par semaine. Bien. Si nous comptabilisons l'ensemble des adhésions que nous recevons dans toutes les différentes fédérations du pays. Donc en gros, le PEDN se porte très bien sur le terrain politique. On parlera tout à l'heure de tout ça en détail, c'est-à-dire le PEDN à l'aune des éventuelles et prochaines élections locales, comment le parti se prépare sur le terrain de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Je rappelle entre-temps que cette émission est aussi trouvable sur le site libreopinionguinée.com, évidemment notre partenaire. Et on va commencer d'abord par la crise politique qui traverse, qui mine le pays. Les accords notamment, on a vu qu'à un moment donné le PEDN n'avait pas du tout la même position que ceux qui ont décidé de signer cet accord avec la mouvance, c'est-à-dire ceux de l'opposition qui ont signé cet accord avec la mouvance. Et le fameux point 2 vous a finalement divisé et a complètement fissuré cette opposition et a grandi le fossé qu'il y avait finalement entre le PEDN et Cellou Dalein Diallo par exemple. Aujourd'hui, quel regard, après tout ce parcours, que le PEDN porte sur cette crise politique en partant d'abord des accords du 12 octobre? Écoutez, c'est dommage quand même que notre pays, la Guinée, soit dans une crise presque devenue chronique, une crise politique chronique, parce que depuis le premier mandat de M. Alpha Condé, nous sommes plongés dans une situation de crise qui ne dit pas son nom, avec des tensions autour du calendrier électoral, des tensions autour des instruments qui caractérisent le processus électoral, notamment le fichier électoral, mais même la gouvernance de ce processus, parce qu'on a une institution constitutionnelle qui est chargée d'organiser des élections chez nous, qui est la CENI, autour de laquelle également il y a toujours un débat qui est encore d'actualité. Donc c'est dommage, et vous savez que les accords politiques ont été signés depuis 2013. Nous avons eu un premier accord, on a eu un accord en 2014. Le président de la République a instruit à ce qu'il ne soit pas signé, alors que conclu par la personne qui était investie de sa confiance, qui était M. Fall. En 2015, on est revenu encore autour de la table pour un nouvel accord qui n'a pas été appliqué.
En 2016 également, nous avons dit clairement au ministre de l'administration du territoire qu'on n'était pas partant pour la signature d'un nouvel accord. Nous étions venus pour discuter des modalités d'application des accords précédents qui n'étaient pas respectés. Donc, lorsqu'on a vu une nouvelle tournure de la chose, vous savez, on a décidé de quitter la table parce qu'on savait qu'en allant vers une nouvelle négociation pour la signature d'un nouvel accord, cela conduirait encore une fois de plus à un rebondissement des mêmes habitudes. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le point 2 qui était consigné dans l'accord qu'ils ont signé, nous avions estimé qu'il y avait une atteinte grave, n'est-ce pas, aux prérogatives du citoyen, donc aux droits du citoyen guinéen, ce qui a fait qu'on est sorti, et les médias que vous êtes, l'opinion nous a entendus, on a clairement indiqué qu'on était contre le point 2 de l'accord, pas l'accord de façon globale, mais on était contre le point 2, parce qu'on savait que les conséquences étaient énormes lorsque ce point entrait en application dans surtout le code électoral, qui était aussi un nouveau projet, parce que le code a été revu et nous venons de suivre la loi qui a été promulguée là-dessus, qui est aussi une autre forme de violation des principes constitutionnels, parce que vous savez qu'en matière de loi organique, il y a toute une procédure qui est indiquée. Cette procédure n'a pas été suivie, parce que la Cour constitutionnelle a détaché plusieurs articles, plus de 10 articles ont été détachés. Tout en précisant que ça n'entacherait pas la substance du code, de la loi en question. Ça a été promulgué. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on s'habitue dans notre pays à ne pas piétiner sur les lois et en continuant à dire oui, acceptons ce qui est déjà fait. Tant qu'on jouira comme ça, la Guinée sera toujours dans ce perpétuel recommencement. Ce qui fait que d'accord en accord, on n'applique pas, on applique une partie, les gens disent oui, puisque ça a été fait, acceptez le reste. Il faut qu'on s'habitue à respecter nos engagements, il faut qu'on s'habitue à respecter nos textes de loi, quelles que soient les dispositions. C'est ce que nous voulions. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous prenons l'opinion à témoin par rapport à cela, parce que ce qui a été voté, ça aura des conséquences graves, non seulement sur la vie politique de façon globale, mais également sur la vie relative au développement de nos collectivités. Nous prenons l'opinion à témoin parce que les signataires en seront responsables. Bien, on va s'arrêter un petit moment sur les accords du 12 octobre. Oui, vous n'étiez pas d'accord avec les autres de l'opposition républicaine, je dirais avec Cellou Dalein et ceux qui étaient autour de lui, mais les autres points de cet accord, vous n'aviez pas d'avis contraire vis-à-vis de ces autres points. Mais en ce qui concerne leur exécution aujourd'hui, est-ce que le PEDN est tout de même satisfait que le gouvernement a appliqué ces points de l'accord du 12 octobre, à part le point 2? Qu'est-ce que vous avez comme position autour de ces points aujourd'hui? Moi, je crois que les autres points étaient déjà contenus dans les accords précédents. En ce qui concerne l'assainissement du fichier électoral, le dernier accord parle du recrutement d'un cabinet d'experts qui va auditer le fichier, relever les défaillances. Et voir exactement. La question de dédommagement et tout, c'était déjà contenu dans les accords précédents. Aujourd'hui, vous constaterez que le fichier électoral n'est pas toiletté, même ce comité d'experts n'est pas recruté. Vous constaterez que les victimes de ces manifestations ne sont pas dédommagées. Donc le gouvernement ne dit rien là-dessus. À chaque fois que la question est sur la table... Vous n'êtes pas au courant que le travail est en cours, qu'on est en train... On nous dit toujours, depuis 2013, il y a une commission mise en place depuis 2013, on nous a toujours affiché l'intention de faire un travail pour évaluer les paramètres d'indemnisation. Ça reste toujours dans le discours. Nous ne sommes plus à cette phase de dire il y a une commission qui a été créée. Nous connaissons aussi ce genre de méthode, n'est-ce pas? Nous voulons des actions concrètes. On n'a même pas besoin de commission pour cela. Nous avons des instruments de l'État qui peuvent valablement faire de tels travaux, que ces commissions fassent ce travail, parce que de toute façon, ce n'est pas une question de dire que ce sont nos militants, ce sont les militants, ce sont des Guinéens qui sont victimes. Ce sont des Guinéens qui sont ces opérateurs économiques. Chacun d'eux a au moins 2 employés. Chacun d'eux contribue quand même au niveau de nos recettes fiscales. Donc, qu'on tienne compte de ce facteur pour dire que ces gens doivent être indemnisés pour, n'est-ce pas, contribuer au fonctionnement normal de notre économie. Donc, globalement, vous pensez que l'accord du 12 octobre, que ce soit le point 2 pour lequel vous n'étiez pas d'accord avec les autres et les autres points, rien n'est appliqué? Vous pensez qu'on est au point 0 à date? Je ne peux pas dire qu'on est au point 0. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus
dans lequel on ne voit même pas le chemin. La finalité de notre combat, c'est quoi? C'est que les élections puissent se tenir à date pour que le processus démocratique fonctionne normalement en vue d'avoir, n'est-ce pas, un programme de gouvernance qui soit mis en place ou mis en œuvre sur la base un peu plus saine. Même si vous n'êtes pas d'accord avec... Mais aujourd'hui, vous constaterez que sur les élections communales, on n'a même pas de visibilité sur le chronogramme. Le président aussi, nous sommes en train de constater que même l'institution qui était au moins en place malgré nos revendications, n'est-ce pas, sur la vie, n'est-ce pas, de cette institution. Aujourd'hui, cette institution tombe en lambeaux avec la crise, n'est-ce pas, qui mine cette institution. Donc, vous voyez, plus nous avançons, plus la visibilité, n'est-ce pas, sur le processus électoral est en train d'enregistrer des difficultés. Est-ce que le PEDN n'est pas un peu je veux dire, en marge de ce qui est en train de se passer? Parce que on n'est pas en marge. Il y en a qui pensent que les choses sont en train d'évoluer. Vous avez par exemple dans cette même opposition plurielle à laquelle vous appartenez, même si vous n'êtes plus dans les démarches de l'opposition républicaine, vous avez une entité comme le FAD quand même, qui s'est désolidarisé de la dernière démarche de Cellou et de certains de ses amis de manifester, comme quoi il y a eu de l'avancée dans le processus. Le FAD pense qu'il y a la réunion du comité de suivi des accords qui se tient normalement. Le FAD pense que le code a été validé par la Cour constitutionnelle et que de ce sens-là, il n'y a pas raison de faire des manifestations. Mais vous, en tant qu'observateur de tout ce qui se passe, vous pensez que rien n'est fait. Est-ce que vous n'êtes pas en marge de l'évolution de la situation politique par l'inactivité justement de votre parti politique dans ce sens-là? Je trouve que si ce que vous dites est vrai, je fais lecture simplement d'un discours assez alambiqué auquel ces acteurs se livreraient. On ne peut pas aujourd'hui... Vous savez, le FAD, on a participé, n'est-ce pas, aux discussions pour la mise en préliminaires, pas pour la mise en place du FAD, mais on a discuté avec les acteurs, n'est-ce pas, pour voir la possibilité d'une réorientation, n'est-ce pas, d'une combinaison aussi de nos actions en vue de démontrer ou de créer plutôt un nouveau segment au sein de l'opposition. Je crois qu'il y a eu ces discussions. Malheureusement, bon, les choses sont allées un peu plus vite que le rythme, n'est-ce pas, qui était dessiné au préalable. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il y a des avancées, étant donné qu'on n'a pas de chronogramme électoral. Les élections devaient se tenir, je crois, depuis le mois de février ou le mois d'avril de cette année. Malheureusement, nous n'avons pas d'élection communale, nous n'avons pas de calendrier, on n'a même pas aujourd'hui de CENI. Récemment, vous savez qu'il y a eu un séminaire qui fut organisé sous le leadership du gouvernement avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. La réunion portait sur quoi? Sur une réflexion à engager pour avoir quel modèle d'institution il nous faut pour qualifier notre processus électoral. Donc, pour l'organisation de nos élections en Guinée, ça voudrait dire qu'il faut que c'est le débat de la CENI qui est mis sur la table par le gouvernement. Quand est-ce que ce débat va aboutir? C'est vrai, on pourrait dire que c'est une discussion informelle, mais à partir du moment où ça est sur table, avec nos préoccupations déjà, et l'évolution aussi des actualités sur le terrain, ça prouve à suffisance qu'on n'a aujourd'hui presque pas d'institution en charge d'organiser des élections dans notre pays. Parce que vous savez, à ce niveau également, il y a un problème de légitimité qui se pose entre, n'est-ce pas, deux présidents, avec ce bicéphalisme qui est créé là-bas. Vous constaterez qu'on est dans une situation où presque rien n'a démarré. Ceux qui disent qu'il y a des avancées, qu'ils nous disent où est le chronogramme électoral. Ceux qui nous disent qu'il y a des avancées, qu'ils nous disent quand est-ce le fichier électoral a connu le dernier assainissement, la dernière révision. Alors que la loi dit simplement qu'à la fin de chaque année, il faut ouvrir le fichier pour le mettre à jour, enlever ceux qui sont décédés, mettre à jour les informations de ceux qui se sont déplacés, ajouter les enfants qui avaient à l'époque, qui n'avaient pas l'âge, n'est-ce pas, d'être dans le fichier, les ajouter dans le fichier électoral. Est-ce que ce travail a été fait? Quand est-ce que le dernier travail fut fait? Vous constaterez que le PDN est bien à jour des informations concernant la vie politique nationale. Le PDN ne voudra plus tomber dans une situation où on nous masque les yeux par des discours qui ne tiennent à rien. Mais qu'est-ce que le PDN fait dans tout ça? Il reste dans son coin, il observe, inerte, inactif, et de l'autre côté, vous avez quand même deux camps de cette même opposition à laquelle vous appartenez, vous prétendez
appartenir qui ont des démarches différentes. Le bloc Cellou-Dalein qui dit qu'il faut qu'on reprenne les manifestations, qu'on remette la pression sur la gouvernance à travers les activités de rue, et l'autre bloc, le FAD, qui dit c'est pas la peine de manifester, ça ne donne rien, et d'ailleurs il y a des petites avancées qu'on est en train d'observer. Le PDN lui fait quoi pendant ce temps? Ou quelle est la démarche entre les deux que je viens d'indiquer, que vous approuvez en quelque sorte? Vous savez que lorsque l'accord de 2016 a été signé, on a été le parti initiateur, n'est-ce pas, de la fronde contre le point 2. Vous savez que les premiers drafts... Avec le BL? Oui, avec le BL, on a travaillé ensemble, on a finalisé la déclaration ensemble. La déclaration est partie du PDN. Le premier draft a été rédigé par le PDN, n'est-ce pas? Donc, on a finalisé ce travail ensemble, on a mis un front en place, on a commencé le plaidoyer ensemble, cette démarche a été poursuivie. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut que les moyens de combat soient les mêmes. Si certains préfèrent la violence pour se faire entendre, n'est-ce pas, ils peuvent continuer sur cette lancée. Qui préfère la violence selon vous? Je ne sais pas, c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il y a un camp qui préfère cette option, l'autre aussi préfère une autre option. Donc nous aussi, nous avons notre choix, nous avons nos moyens. Cet exemple que je viens de vous donner est un très bel exemple qui démontre que nous sommes dans une république. Nous voulons tous la construction d'un processus démocratique. Chacun fait recours aux moyens, n'est-ce pas, que la Constitution met à notre disposition pour nous faire entendre. Quel a été le moyen du PDN en ce moment? Parce que cette émission, on a trouvé le PDN dans un silence monacal durant tout ce temps, depuis que vous avez quitté l'opposition républicaine. Non, vous êtes dans mais pas du tout, je ne comprends. Mais non, le PDN est créé avec pour objectif de conquérir et d'obtenir et exercer le pouvoir politique dans ce pays. Nous sommes sur cet élan. Ce combat que nous menons, c'est pour, n'est-ce pas, enlever les obstacles mis en place par un régime qui n'est pas du tout un régime démocratique. C'est ce travail que nous devons aussi faire en amont. Mais le travail essentiel du PDN, c'est la construction d'un véritable parti pour attirer... Non, attendez, il faut que vous compreniez quels sont nos objectifs et quelle doit être notre façon de faire cette politique. Bien. Et la façon de faire cette politique, c'est de mettre en place les structures du parti, continuer à mobiliser les militants, travailler pour avoir plus d'adhésion, travailler pour convaincre plus de militants, n'est-ce pas, plus de Guinéens, pour que nous ayons leur confiance en vue d'assumer les responsabilités politiques les plus sollicitées par le débat politique. Non, mais ce débat politique, écoutez, le processus pourrir. Non, pas du tout. Je vous ai dit encore, il faut que vous vous rappeliez très bien. Depuis 2012, nous sommes dans un combat avec pour objectif l'assainissement du fichier électoral. Avec pour objectif avoir une CENI qui soit compétente et totalement neutre. Avec, n'est-ce pas, une certaine impartialité de l'administration dans le processus électoral. Avec la promotion de la justice, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'indemnisation des victimes, la réparation des cas de crimes qui ont été commis, ainsi de suite, lorsqu'on parle de cela, c'est de l'injustice qui a été commise, donc il faut la réparer. Donc, ce combat, nous avons participé. Lorsqu'on a estimé à un moment donné qu'on était dans une situation où, écoutez, on lutte avec des gens. Vous sortez le matin, le soir, ils sont reçus par le président. Vous revenez, l'objectif qui a été fixé ou le chronogramme que vous êtes en train de dérouler est remis en cause par ces personnes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas continuer quand même dans un combat aveugle où les gens pensent vous utiliser. On n'est pas quand même un petit parti, nous sommes un grand parti. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons notre façon de lutter. On ne nous mettra pas dans une enveloppe, n'est-ce pas, des uns qui ont des agendas cachés. Nous avons notre propre stratégie aujourd'hui que nous sommes en train d'être, n'est-ce pas, de dérouler. Est-ce que ça a aujourd'hui, mais c'est en train. L'essentiel. Je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que le parti enregistre des centaines d'adhésions par semaine au niveau de nos différentes fédérations. Je serai très heureux. Je serai très heureux de vous voir. Ça c'est pour le bien du parti, mais je parle de l'avancée, du progrès dans le débat politique, du dénouement de la crise politique, par exemple, du processus électoral. Quand l'UFDG et ses amis disent, par exemple, il a fallu qu'on mette la pression ces 72 dernières heures pour que le président prenne un acte pour, je ne sais pas, demander à la CENI de présenter un chronogramme, pour qu'il promulgue le code électoral. Quel a été le résultat de la stratégie du PDN? L'accord de 2016. L'accord de 2016.
il n'a pas été signé. Non, Attendez, suivez. L'actualité. Je vous rappelle maintenant, parce que ce qui se fait maintenant a été fait dans le passé et ça n'a abouti à rien. Est-ce que vous comprenez? En 2015, ce n'est pas Alpha Condé même qui a signé l'accord, parce que c'est lui qui a mandaté son gouvernement de signer l'accord à son nom. Il a même reçu les acteurs à Sékou Touré et il a pris la garantie qu'il veillera à l'application de cet accord. Ça a été appliqué? En 2016, l'accord dont vous faites mention, ce n'est pas Alpha Condé qui a garanti sa signature? Absolument. Est-ce que ça a été appliqué? Pourquoi on est aujourd'hui dans cette situation? Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Alpha Condé a dit à son gouvernement ou à la CENI, faites un chronogramme électoral, qui voudrait dire que nous allons déjà lui accorder un chèque en blanc. Vous ne croyez pas du tout? Nous ne croyons pas. Aujourd'hui on ne peut pas faire confiance à Alpha Condé sur parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a prouvé dans le passé qu'il ne respecte pas, il n'a même pas lui-même la considération en sa parole. Maintenant. Il n'a même pas de considération en sa signature. Il a signé des documents ici, après il a dit c'est pas moi qui ai signé. Comment voulez-vous porter confiance à une telle personne? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où chacun peut choisir ses moyens constitutionnels. Nous pensons que ce que nous sommes en train de faire, même cette dénonciation, est un moyen de se faire entendre en démocratie. Bien. Donc, à la fin, qu'est-ce que le PEDN propose dans une situation assez floue que vous venez de décrire, où la démarche du FAD n'est pas du tout la bonne, parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'avancée, ou la démarche notamment de l'UFDG et d'autres partis qui sont... Je ne vous ai pas dit la démarche du FAD n'est pas la bonne. Puisque vous dites qu'il n'y a pas d'avancée. Chacun a sa démarche. Je ne suis pas là pour juger telle démarche est bonne, telle n'est pas bonne. Je vais simplement vous dire que le PDN a sa démarche, nous déroulons notre démarche et nous pensons qu'on a la meilleure démarche. Donc le PDN pense aujourd'hui que le processus électoral ne se déroulera pas normalement jusqu'à la tenue des élections locales cette année. Il ne faut pas espérer. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas compter maintenant, il ne faut pas espérer. Je crois qu'il y a un ensemble d'actions qui sont en train d'être réalisées, y compris les actions que nous aussi nous sommes en train de mener. Il y a la communauté internationale qui est aussi mobilisée. Je sais que récemment il y avait, n'est-ce pas, une mission du secrétaire général des Nations Unies qui était là, qui a rencontré le président. Même l'opposition dont le groupe d'opposants dont vous parler, souvent ils disent qu'il a fallu que les Nations Unies envoient quelqu'un pour que la situation puisse être décrispée. Les accords qui ont été signés dans le passé, en 2013, il a fallu l'arrivée de Saïd Djinnit. En 2015, il a fallu l'arrivée de Chambas. Vous pouvez dire que c'est les manifestations qui ont porté à ça. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'il y a un ensemble d'actions combinées qui est en train d'être menées. Souhaitons que ces actions puissent avoir, n'est-ce pas, des fruits qu'il nous faut pour l'avancement de notre jeune démocratie. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de la manifestation, d'abord de la série de meetings que l'UFDG et certains ont fait les jours passés et qui auraient amené Alpha Condé à prendre un communiqué, donc donnant d'abord des instructions à la CENI de présenter dans un bref délai un chronogramme d'activité, donc nous amenant vers les élections, mais en réaffirmant sa volonté d'appliquer les accords. Est-ce que c'est le résultat des récentes pressions de meetings et de manifestations, ou est-ce que vous pensez que c'est une volonté sortie de nulle part? Ça n'a rien à voir. Moi je vais vous dire la vérité, c'est que ce n'est pas connaître Alpha Condé qu'on raisonne comme ça. Alpha, quand il a un rendez-vous important au niveau de certaines instances au niveau international, il fait tout pour convoquer certains leaders de l'opposition, utiliser ces images pour avoir une audience là où il part. Vous savez que dans le passé, Alpha Condé n'a pas accepté que les accords soient signés parce qu'on a manifesté. Il a accepté que les accords soient signés parce qu'il avait des rendez-vous, n'est-ce pas, dont les résultats qu'il espérait étaient conditionnés à des situations de stabilité à l'intérieur de la Guinée. Vous savez très bien, même les conclusions à l'époque avec Rio Tinto étaient garanties par une certaine stabilité à l'intérieur du pays. Et vous avez eu le comportement qu'il a eu. Ça lui a fallu, n'est-ce pas, prendre un courage entre guillemets pour accepter la pression de la communauté internationale à l'époque pour qu'on aille aux élections législatives, parce qu'on devait débloquer aussi de l'autre côté le Fonds européen de développement.
qui était une enveloppe aussi importante. Bien. Donc l'homme n'agit pas parce qu'il a la volonté que la démocratie marche dans notre pays. En ce qui concerne le meeting ou les manifestations et autres, c'est le choix des organisateurs. Nous pensons que c'est prévu par la Constitution, donc nous respectons ces choix. Mais nous voulons que dans une démocratie, étant donné qu'il y a plusieurs moyens constitutionnels, que ce respect soit mutuel. Bien, on va parler spécifiquement tout à l'heure de la CENI, de la crise que l'institution traverse et de la possibilité qu'elle puisse respecter l'ordre, si c'en est un, en tout cas d'Alpha Condé, à travers le communiqué qu'il a fait publier la dernière fois, demandant à la CENI de proposer un chronogramme, étant donné que Maître Kébé et Bakary, chacun de son côté, se réclament ou être le président de la CENI. Tout de suite, on va se retrouver dans la seconde partie de Café Débat pour continuer notre émission. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité, et comme vous l'avez constaté dans la première partie, Faya François Bourouno, chargé de communication, porte-parole du PEDN. Alors le sujet, le premier en tout cas, c'est la crise politique et tous les sujets qui s'y collent. Donc on a parlé de l'accord du 12 octobre. Jusqu'à date, vous n'aviez pas été d'accord avec le point 2, vous continuez à le décrier, mais les autres points des accords aussi pour lesquels vous étiez partant ne sont pas encore appliqués. Donc pour vous, on est encore dans le statu quo en ce qui concerne en tout cas les accords politiques. Et concernant le processus électoral, je parle par exemple de la CENI. Le président a promulgué le code électoral, même si une fois encore vous n'êtes pas d'accord avec son point 2, et il a donné des instructions pour que la CENI se mette sur le pied de guerre et propose un chronogramme. Pensez-vous qu'il y a la possibilité et que tout ça se concrétise sur le terrain, en faisant lecture bien entendu de la crise actuelle que la CENI traverse? Je vais d'abord dire qu'il n'y a pas de statu quo, au contraire, il y a une dégradation de la situation. Imaginez aujourd'hui que les communales ne se tiennent pas. Si les communales ne se tiennent pas cette année, n'est-ce pas, l'année prochaine, c'est les législatives qui sont prévues. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une CENI qui a les compétences nécessaires ou les capacités nécessaires de pouvoir organiser les deux élections dans la même année? Quand vous parlez de est-ce qu'aujourd'hui, c'est la capacité en ressources humaines, tout? Parce qu'on a les mêmes hommes, on ne les a pas changés. On a les mêmes hommes, c'est pourquoi je parle de problème de capacité, parce qu'en 2015, nous avons vu la catastrophe qui fut organisée. Je parle de catastrophe parce que vous avez rencontré la plupart des bureaux de vote qui n'avaient pas pratiquement toute la logistique qu'il fallait pour aller aux élections. N'est-ce pas? Il a fallu qu'un communiqué illégal soit pris, parce que ça violait les dispositions du code électoral, soit pris pour proroger la durée du vote jusqu'à 20 heures, ce qui était extrêmement grave. Faut-il faire confiance à une telle CENI pour deux élections dans la même année? Donc aujourd'hui, ça dégrade la situation, parce que cette surcharge, faire une seule élection, c'est aussi un biais qu'on cause à notre processus démocratique. Nous voulons que le calendrier électoral soit respecté de façon très naturelle. Dans les autres pays, on n'a pas besoin de manifester. On n'a pas besoin de déclarations, de communiquer pour que des élections se tiennent. L'administration connaît à quelle date il faut organiser des élections. Pourquoi en Guinée, il faut attendre qu'on crie de gauche à droite pour que le président vous dise « Oui, je vous instruis de nous faire un chronogramme et autres là ». C'est pourquoi je vous dis, tout cela c'est du cosmétisme que Alpha Condé, n'est-ce pas, affiche, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça son agenda. Il a un autre agenda parce que, en réalité, Alpha ne veut pas que les communales se tiennent. Pourquoi? Il ne veut pas de maires élus, n'est-ce pas, qui soient d'obédience
de l'opposition à la tête de nos collectivités. Parce qu'il s'est dit qu'il a des agendas pour lesquels, pour que ça marche, pour qu'il puisse réussir ces agendas, il faut qu'il ait le contrôle de toute l'administration, y inclut le contrôle de ses collectivités. Donc c'est cet agenda qu'il veut cacher. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas de parti politique. Vous savez bien que le RPG Arc-en-Ciel n'existe pas aujourd'hui. Pourquoi? Donc aujourd'hui, et comment si je vous dis aujourd'hui que le PDN a absorbé plus de 60% des militants du RPG, vous allez me dire... Comment est-ce que cela se vérifie sur le terrain? Je peux vous inviter... Ça, c'est à Kankan que vous avez absorbé? Ce n'est pas seulement à Kankan, ce n'est pas seulement à Kankan, c'est à travers tout le pays. J'aurais souhaité que la prochaine fois que nous soyons avec le groupe Gangan TV, pour que vous puissiez nous aider à transmettre cette réalité à l'opinion. Donc aujourd'hui, le RPG n'existe plus. Il n'existe que à travers... Pourtant le RPG... Vous partez au siège... parti qui a gagné les partez au siège... Écoutez, la situation que je vous décris, c'est la situation présente. L'autre chose qu'il faut constater, le RPG va toujours faire le plein de son siège. Vous êtes le président de la République, il nomme les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs nationaux, les chefs de projet. Vous partez au siège, vous avez toujours des reporters là-bas, et ils vous le disent. Les images que vous voyez, c'est les personnes nommées, n'est-ce pas, pour gérer l'administration et pour gérer les projets. Donc, je vais vous dire qu'il a cet agenda. C'est pourquoi nous avons cette situation floue. Nous ne sommes pas dans un statu quo, nous sommes dans une situation dégradante. Bien. Alors, vous n'avez aucun espoir à l'avancée des choses, à la décrispation de la crise? Vous pensez qu'on est en train de régresser tout simplement? Donc, il faut s'attendre au pire en ce qui concerne le processus électoral. C'est cela, parce que vous qualifiez une CENI pas du tout capable de tenir la situation, la classe politique qui ne tient pas du tout le débat là où il doit le faire, un président qui ne mérite plus votre confiance. Donc il faut s'attendre au pire en ce qui concerne la situation politique. C'est comme ça que vous concluez. Je ne dirais pas qu'il faut s'attendre au pire. Si je vous dis qu'il faut s'attendre au pire, je serai en contradiction avec la logique de mon parti. Mon parti, c'est le parti de l'espoir pour le développement. C'est le parti de l'espoir pour le développement national. Il y a une porte de sortie. C'est pourquoi, encore une fois, je profite de votre micro pour vous dire que l'espoir y est. L'espoir est possible. Et c'est quoi cet espoir? Et pour cela, nous invitons l'engagement de tous. Les gens aiment souvent dire qu'il faut que ce combat soit mené seulement par des acteurs politiques ou par des leaders politiques. C'est un combat qui est dédié à tout le monde. Même vous, les journalistes, vous avez votre rôle à jouer. Vous intervenez, vous faites des dénonciations, vous transmettez les messages des uns et des autres, mais un combat qui doit être mené, parce qu'aujourd'hui, même les libertés de la presse ne sont pas respectées telles qu'il le faut dans une démocratie. La société civile doit jouer son rôle, donc nous appelons à un engagement citoyen pour que chacun puisse jouer son rôle afin d'aboutir à l'objectif que nous ambitionnons tous. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la Guinée soit gouvernée comme il le faut, qu'on ait une administration qui soit totalement dépolitisée, qu'on ne nomme pas des gens parce qu'ils sont d'une ethnie, qu'on ne nomme pas des gens parce qu'ils sont d'un parti politique, mais qu'on nomme des gens au sein, n'est-ce pas, de l'administration parce qu'ils ont des compétences. Ce sont des compétences qui vont nous aider à développer véritablement notre pays. Et pour cela, il faut que chacun évite d'être victime d'une certaine injustice. Donc il faut qu'on se mobilise. La société civile a son rôle à jouer. Les partis politiques ont leur rôle à jouer. La presse a son rôle à jouer. Chacun des acteurs doit jouer son rôle pour que nous puissions sortir de cette situation. Voilà. Donc même si le PEDN n'a aucune confiance à la réaffirmation de la bonne intention d'Alpha Condé de faire respecter les accords comme il en a pris l'engagement la dernière fois, même si vous pensez que la CENI est en train de traverser une crise actuelle qui va être difficile de résoudre et d'être dans le temps, il y a tout de même des engagements. Alors si par miracle tout ça est résolu, est-ce que le PEDN est prêt sur le terrain en tant que parti politique pour aller aux élections, ou est-ce que le PEDN va refuser d'aller aux élections? C'est là où nous venons justement à la vie de votre parti actuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, le PEDN, est-ce que le PEDN n'est pas en marge du processus électoral, du débat politique qui est en train de se passer dans le pays, dès lors que le président de votre parti lui-même est à l'étranger depuis plusieurs mois, on l'entame de moins en moins dans le débat politique, et la vie du PEDN n'est pas très électrique comme il était avant. On ne sent pas si vous faites des réunions, si vous faites des assemblées, si vous êtes sur le terrain. Alors, dites-nous, quelle est la vie de ce parti aujourd'hui à l'aune des élections? Est-ce que vous vous sentez prêt
foncièrement prêts sur le terrain pour aller à d'éventuelles élections si elles ont lieu? Mais écoutez, d'abord, pourquoi le président un du parti politique, je vous ai décrit tout à l'heure l'ensemble de segments qu'on doit réunir pour dire que nous sommes véritablement un parti politique. Je vous ai décrit aujourd'hui, n'est-ce pas, le niveau de fonctionnement du parti, et je pense que c'est vérifiable. Vous pouvez venir les samedis couvrir nos assemblées, je vous ai toujours interpellé là-dessus. Tous les samedis, vous pouvez venir couvrir nos assemblées, n'est-ce pas? On peut vous indiquer aussi tout le chronogramme des assemblées de nos différentes fédérations, et j'aurais souhaité, n'est-ce pas, que vous soyez sympa envers nous pour nous accompagner dans ce travail, parce que les images que vous allez apporter vont édifier davantage l'opinion sur, n'est-ce pas, la vie de notre parti, sur le niveau de préparation du PDN par rapport, n'est-ce pas, aux échéances à venir. Et je puis vous rassurer déjà qu'on a près de la moitié des circonscriptions dans lesquelles nous comptons présenter des candidatures aux élections locales à venir. Nous avons près de la moitié des candidats qui sont déjà en campagne, en pré-campagne plutôt, parce que le porte-à-porte a commencé. Beaucoup ont commencé déjà à faire la collation. Les listes sont prêtes dans plusieurs circonscriptions où nous comptons présenter des candidats. Donc, le parti est en train de se préparer et je suis aujourd'hui persuadé de vous dire que nous avons un très grand espoir de rafler le maximum, n'est-ce pas, de collectivités lors des prochaines élections à venir. C'est pour vous dire que le parti existe, nous vivons, nous travaillons. Il ne s'agit pas de faire du bruit, comme nous avons l'habitude de le dire. Vous prenez un tam-tam tout de suite, vous sortez dehors, vous le tapez, vous allez voir du monde, la foule derrière vous. Est-ce que c'est cela la vie politique? Est-ce que c'est cela l'existence d'un parti politique? L'existence d'un parti politique, n'est-ce pas, c'est aussi les idées, mais aussi la constance dans la lutte que vous menez. Nous avons vu des leaders, n'est-ce pas, à travers l'Afrique. Les exemples ne manquent pas. Vous avez vu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, qui était l'un des leaders les plus populaires, n'est-ce pas, de l'Afrique. Mais vous avez vu combien de fois, jusqu'à sa mort, il n'a pas pu obtenir le pouvoir, n'est-ce pas, en RDC. Oui, mais il avait pas pour dire que son parti était jusqu'à sa mort. Il était toujours dans le débat. Le PDN est toujours dans le débat. À chaque fois qu'il y a eu un dialogue, on a été conviés, on a pris part, on a donné des opinions. Mais lorsqu'on constate qu'on est en train de trahir les espoirs du peuple, voulez-vous qu'on contribue à cela? Bien. Il faut qu'on sorte de ça. On avait des ministres au gouvernement. Peut-être on serait dans le gouvernement, on aurait dit oui, le PDN participe activement parce qu'on a des ministres au gouvernement qui travaillent avec le gouvernement. Voulez-vous qu'on contribue à ce pillage des ressources que nous sommes en train de vivre avec ces ministres actuels? Voulez-vous qu'on contribue à causer du tort aux Guinéens avec un tel gouvernement que vous êtes en train de voir? Regardez aujourd'hui, n'est-ce pas, le niveau de vie du citoyen guinéen. Nous voulons une lutte responsable et c'est ce que nous sommes en train de mener. Et croyez-moi que l'espoir est permis, le PDN sera le prochain parti au pouvoir dans ce pays. Bien, alors pourquoi cette absence prolongée du président du parti lui-même, du pays? Je l'ai toujours dit, l'absence du président est un choix du parti et le parti l'assume. Aujourd'hui, je suis fier de vous tenir ce discours que je suis en train de dérouler parce que le président est absent du pays, mais le parti fonctionne très bien. Et qui impulse cette action? C'est le président, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. Il a dit, depuis la création du parti, il dit, je vais créer un parti qui sera une véritable institution. Donc, avec tous les membres fondateurs qui étaient autour de lui, cet idéal a été partagé et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre véritablement cette dynamique. Aujourd'hui, on est fiers de dire que le PDN est un parti qui est une véritable institution parce que le débat démocratique y est, les instances fonctionnent, les organes fonctionnent aussi en l'absence du président du parti. Donc aujourd'hui, nous le remercions pour avoir accepté, n'est-ce pas, de construire un parti accompagné par la construction des ressources humaines, des jeunes qui sont en train d'être formés par lui. Et aujourd'hui, la preuve est palpable, c'est visible par l'opinion. Justement, pourtant, dans le débat politique, on a l'impression que, à l'absence de Lansana Kouyaté, la voix et l'unique voix autorisée et la plus entendue, c'est la vôtre, c'est la voix de Bruno. Mais vous ne pouvez pas être en contradiction, vous-même, vous ne pouvez pas être en contradiction de la présentation que vous m'aviez faite tout à l'heure. Vous m'avez décrit comme chargé de communication, porte-parole du parti. Donc les messages du parti sont véhiculés par le porte-parole. La vie du parti est animée par les responsables, les militants qui sont là, qui sont autour de moi, que vous rencontrerez au siège. On était à la maison de la presse l'autre fois. Je crois que Gangan
TV, nous vous remercions d'ailleurs pour le travail abattu, mais je crois que les images que vous avez montrées à la télé n'ont pas présenté seulement François Bourbonneau. Il y avait tout un monde. Le débat est tellement diversifié. Il faut présenter les autres le débat est tellement diversifié les autres visages du parti politique. Je peux vous rassurer déjà que le PDN, la parole, elle n'est pas monopolisée. Bien. Chacun a droit à la parole et ça c'est vie. On n'est pas allé à l'Assemblée parce que les citoyens militants du PDN, les responsables du PDN se sont prononcés. Donc chacun a donné sa voix et les opinions individuelles ont été prises en compte. Maintenant, en ce qui concerne la constatation que ce soit une seule personne qui parle, ça démontre encore combien de fois le parti est organisé. Vous partirez là-bas pour voir... Non, je vous dis, vous partirez là-bas pour voir comment les ressources sont gérées, vous ne verrez pas Bourbonneau, n'est-ce pas, sur ce terrain. Parce qu'il y a des personnes qui ont pour mission de gérer les ressources du parti. Vous partirez là-bas pour voir comment un meeting s'organise pour le PDN, vous verrez moins Bourbonneau sur ce terrain, parce que nous avons des cadres, des responsables qui sont commis à la tâche de façon la plus normale, n'est-ce pas, pour organiser des événements au sein du parti. Donc, aujourd'hui, dire que non, on ne voit qu'une seule personne, je serais vraiment très mal à l'aise, parce qu'aujourd'hui, je pense à ces cadres, à ces personnes très engagées, là, Ibrahima Khalil Diallo, les Mamadou Kabasso, les Mamadou Fofana, les Soso Kanté, Mohamed Sissé, des dames comme Adja Sarangbe Kondé, les Mariama Boy Diallo, qui sont très engagés sur ce plan. Donc, je peux vous citer des personnes comme ça, qui sont engagées, qui travaillent au quotidien, voire même plus que Bourbonneau. Je n'ai que la parole, les résumés, les quintessences des points de vue du parti que je vous véhicule. Donc le PDN aujourd'hui se porte plus que jamais en bonne santé, politiquement parlant, et ferme prêt pour des élections, s'il y en a, aujourd'hui ou demain, et prête à marquer le terrain, à engranger des milliers de voix. Le parti structurellement, dynamiquement, nous sommes très prêts sur le terrain, et je vous rassure déjà que aux prochaines locales, le PDN raflera le maximum de conseillers. Ça, c'est un pari que je tiens sur votre plateau. Et je souhaite qu'au lendemain des élections locales, que je sois le premier invité, si vous me ferez cet honneur, pour qu'on puisse trianguler ce que je vous dis et les réalités qui vont se présenter. Et je puis vous rassurer, le prochain président de la République de Guinée ne sera autre que son Excellence, M. Lansana Kouyaté. Bien, ça c'est encore pour 2020. Entre-temps, on aura deux élections, les locales et les législatives. On va déjà là joser bien l'état de santé du parti sur le terrain. Et une fois encore, est-ce que ce sera pour bientôt le retour de Lansana Kouyaté au pays? Ce sera bien naturellement un calendrier que le parti vous décrira les prochains jours. Bien. On a 3 minutes à passer autour de ces deux sujets. La gouvernance économique, vous avez une lecture particulière à faire dans un climat où le FMI, en tout cas les institutions de Bretton Woods, donnent des perspectives on va dire assez bonnes pour l'économie guinéenne, la croissance, je ne sais pas, à 4 ou à 6%, et puis vous avez parlé du programme national de PNDS. Alors, vous avez une lecture plutôt négative de la situation économique du pays actuellement? C'est vraiment une catastrophe. Dire aujourd'hui aux gens que, n'est-ce pas, la situation s'améliore, c'est insulter le Guinéen. Aujourd'hui, vous constaterez, quand on met des mesures économiques en œuvre, l'incidence doit être sentie sur notre vie quotidienne. Je prends l'exemple sur vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez l'amélioration des conditions de vie à votre niveau? Ce n'est pas seulement le revenu même que vous gagnez. Même ce revenu aujourd'hui est devenu de plus en plus rare. Mais c'est la transformation de ce revenu en satisfaction de tes besoins. Donc aujourd'hui, vous constaterez que la situation se dégrade. Le niveau de pauvreté, ce sont ces mêmes institutions qui le disent. Ce que je vous dis était de 55%. N'est-ce pas, dans les années 2007-2008, aujourd'hui nous sommes à 59% du niveau de pauvreté. Ça veut dire que le nombre de pauvres a augmenté dans le pays. Les infrastructures de développement, je n'ai pas à vous citer, n'est-ce pas, des cas d'exemple où à Conakry on ne peut plus marcher, même sur l'autoroute, n'est-ce pas, qui devrait vraiment être la voie où on devait se sentir à l'aise dans la circulation. Mais ces chantiers, la saison pluvieuse l'année dernière, j'ai vu les mêmes chantiers, et puis, comme si c'est une coïncidence malheureuse pour la Guinée, c'est sur les mêmes endroits, les travaux se répètent. C'est d'ailleurs très grave quand vous dites cela, parce que ça prouve à suffisance qu'on est en train de dilapider les fonds publics. C'est-à-dire on confie l'argent aux gens pour dire faites des travaux, réparez les routes. Ces gens, s'ils décaissent 5 milliards pour faire
une route, il ne dépense que 5 millions. Le reste, il se partage avec ceux qui nous dirigent. C'est pour nous dire encore une fois de plus que la corruption, le vol, la mauvaise gouvernance sont devenus la règle d'ordre de la gouvernance d'Alpha Condé. Bien. Et c'est cela la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez un chômage de masse. Et si le c'est gouvernement pourquoi dit aujourd'hui que ces perspectives de croissance économique sont confirmées et données par les FMI eux-mêmes. Mais écoutez, je connais les institutions dont tu parles, ce sont des institutions que je connais très bien. Je sais comment elles fonctionnent. Je ne rentre pas dans ce débat. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on a un gouvernement. Non, je ne vous dis pas, ce sont des institutions très crédibles. Ce que j'ai envie de dire, je ne critique pas d'institutions. Ma critique, c'est sur le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est investi par la confiance des Guinéens. Et c'est le gouvernement qui est tenu responsable de présenter des résultats aux Guinéens. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un écart colossal entre les engagements pris par Alpha Condé pendant la campagne électorale et aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Il est en train de piller nos ressources pour son enrichissement personnel. Il est en train de causer du tort, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens qui pourtant s'est battu pour qu'il soit là comme président de la République. Aujourd'hui, nous avons ces citoyens qui sont de plus en plus pauvres, pour encore une fois de plus me répéter, mais encore des citoyens qui vivent de plus en plus dans l'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons n'est pas de nature à mettre le Guinéen dans des conditions sécuritaires. Vous voyez le citoyen guinéen qui dort, qui passe la nuit dans une certaine inquiétude parce que l'insécurité est tellement grandissante. Vous demandez les acteurs de la police ou du secteur de la sécurité, ils vous disent, non seulement on n'a même pas de pick-up pour faire de la patrouille, mais on a des pick-up, on n'a même pas de carburant pour sortir faire la patrouille. On ne peut même pas mettre en place une politique nécessaire ou une stratégie nécessaire pour le contrôle, ne serait-ce que, n'est-ce pas, de nos quartiers, de nos foyers, ainsi de suite. Donc nous enregistrons vraiment... On est en berne. On est en berne. Quand on te dit qu'il y a une croissance de 4%, la croissance, c'est un fruit qui est créé. Si un fruit est créé, il faut distribuer ces fruits. Aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a un tel niveau de croissance, économiquement, c'est qu'on dira que cette croissance n'est pas inclusive. La croissance inclusive, c'est celle dont la richesse qui a été créée est ressentie sur le pouvoir d'achat du citoyen. Et on gouverne pour que ce pouvoir d'achat soit à un niveau qui puisse permettre aux citoyens de vivre à l'aise. Voilà, donc cela n'est pas le cas aujourd'hui pour vous. Et on termine sur le constat que vous avez fait dans le débat politique récemment. Vous avez 30 secondes là-dessus. C'est un peu l'ethnicisation peut-être du débat ou les propos ethniques qu'on ressent. Vous avez une lecture. Le cas qui a fait polémique, c'est le vice-président de l'UFDG qui aurait dit justement que l'administration d'Alpha Condé a expulsé je ne sais pas combien de mille de peuple de l'administration depuis qu'il est venu au pouvoir. Votre lecture de la situation? Nous pensons que c'est un mensonge et nous condamnons de tels discours, n'est-ce pas, qui visent à stigmatiser, à victimiser des communautés. Ça cause du tort au processus, ça crée des difficultés au processus de réconciliation et d'unité nationale que nous voulons. Dans ce pays, chacun est victime. Après le coup, soi-disant coup Diarra, n'est-ce pas, les Malinqués ont été pourchassés en Guinée, n'est-ce pas, tabassés, tout le monde, il y a eu des morts. Les Malinqués se seraient rendus victimes de cette situation. Aujourd'hui, on ne serait pas là où nous sommes. Nous, en forêt, en 2000, on a vécu l'attaque rebelle. N'est-ce pas? Après Dadis, les gens ont subi de la terreur. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous rentrons dans cette stratégie de victimisation, ça va permettre à la Guinée d'aller vers un élan d'unité nationale? Il y a eu des moments où les sous-sous ont péri dans ce pays-là. Est-ce que si on rentre dans ce débat, ça va construire notre tissu social? Les peuples ont été victimes aussi dans ce pays. Est-ce que si on rentre dans ce débat, il faut qu'on se départisse? Nous sommes des acteurs politiques. Nous devons tenir des discours qui doivent nous permettre d'être ensemble. Le débat politique doit être autre chose. Mais nous devons tous nous battre pour que la réconciliation, que les fils de Guinée que nous sommes, que cette fraternité puisse demeurer. Alpha Condé gouverne avec un clan. Il y a eu des Malinqués qui ont péri pendant son règne là. Je connais beaucoup de messieurs
qui devaient bénéficier des fonctions ou qui ont été expulsés à leurs fonctions parce qu'ils sont Kouyaté, on a fait le lien que non, c'est des proches de Lansana Kouyaté. Je peux vous citer un cas. Le jeune De Gaulle, tout le monde a vu dans le procès du 19 juillet comment ce jeune a été tué dans des conditions les plus inhumaines possibles. Donc il faut qu'on sorte de ça. Les propos du président du PDG sont complètement... Ce que j'ai à dire, c'est que le PDN condamne tout discours visant à ethniciser le débat politique. Bien. Faya François Bourouno, porte-parole et responsable de la communication du PEDN, merci d'être passé dans cette émission. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre patience et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.